Les douleurs articulaires font partie des problèmes qu'on retrouve le plus aujourd'hui. En consultation, j'ai énormément de gens qui viennent me voir pour ce type de douleur-là, ce type de problématique. Et il y a plein de pathologies qui y sont associées, spondylarthrite, polyarthrite rhumatoïde, arthrose, douleurs ponctuelles, ça peut être aussi des entorses. Il y a énormément de choses qui sont associées aux articulations, de problèmes qui sont associés à ça. Et dans cette vidéo, je vais vous donner notamment 5 remèdes naturels qui sont vraiment efficaces et puissants pour traiter ce problème qui de toute façon va résulter en une surinflammation du système quel qu'il soit, et cette surinflammation, elle a plein de causes possibles que je vous ai listées dans cette vidéo et qu'on va dérouler à travers des remèdes. Je vous ai découpé la vidéo en 2 parties. Dans la première partie, on va voir les remèdes de surface qui vont être plus faciles d'accès, mais aussi efficaces plus sur la surface, donc plutôt sur le symptôme, et ça va pas forcément traiter la cause profonde. Et puis ensuite, on va voir les remèdes de fond, les remèdes qui, eux, on va dire, sont plus profonds, mais qui vont permettre d'avoir un soulagement permanent de ces problèmes articulaires. Le premier remède de surface qu'on va identifier, c'est l'alimentation. C'est vrai que l'alimentation, on a tendance à en faire un remède de fond bien souvent, mais en tout cas, de par mon expérience, je me rends compte que l'alimentation est rarement finalement la cause profonde de la douleur articulaire. La première chose à observer pour une bonne alimentation, une alimentation qui va être bonne pour les articulations, ça va être une alimentation qui va être anti-inflammatoire. Une alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui est tant que possible brute, variée, de qualité, brute constituée à partir d'aliments bruts qu'on trouve naturellement dans la nature, qu'on transforme soi-même, variée, en faisant varier les modalités de cuisson, pas toujours la même chose, et pas forcément tout le temps cuit d'ailleurs, ça peut être aussi du germé, ça peut être du fermenté, on fait varier les modalités de préparation, on fait varier la couleur dans l'assiette, plein de couleurs égale plein de micronutriments, et on fait aussi varier la nature des aliments. Je sais pas si vous consommez de la viande, en tout cas des protéines de manière générale, ça peut être des pois, ça peut être du tofu, ça peut être plein de choses, des glucides, des sources donc de sucre comme les céréales, comme par exemple les légumineuses qui sont aussi des bonnes sources de glucides, les fruits. On va aller chercher également des lipides, des sources de graisse, et donc ça peut être à travers des huiles, à travers des oléagineux, ça peut être à travers plein de choses, mais on va faire varier. Et enfin, de qualité, donc tant que possible, on va essayer de trouver une alimentation qui va être locale, de saison, comme ça on a des aliments qui sont naturellement frais et riches en nutriments, ou en tout cas plus riches selon la source, et exemple de pesticides tant que possible, donc le biologique qui semble être quand même le moindre mal aujourd'hui. Donc brut, varié, de qualité. Et sur cette base-là, on va avoir des aliments qu'il faudra éviter. Évidemment, les aliments industriels transformés, comme vous avez compris, c'est pas très bon. Tout ce qui va être sucre raffiné de manière générale. Le sucre raffiné a tendance à vraiment s'attaquer aux articulations et renforce les douleurs puisque renforce l'état inflammatoire à l'intérieur de l'organisme. On a aussi le café, l'alcool qui ont tendance à favoriser l'état inflammatoire à l'intérieur de l'organisme, mais aussi les aliments riches en gluten, ce groupement de protéines qu'on retrouve notamment dans le blé, dans l'épeautre, dans le seigle, et j'en oublie un dans l'orge, et d'une certaine manière aussi dans certains avoines qui ne sont pas notés sans gluten, même si c'est pas vraiment du gluten à proprement parler, je vous ferai une vidéo spécifique sur le sujet. Ça, c'est tant que possible à éviter, donc tous les aliments constitués à partir de ces céréales, ce serait bien, parce qu'effectivement, c'est pro-inflammatoire, c'est irritant au niveau des intestins, ça va favoriser l'inflammation systémique. Le dernier, ça va être les produits laitiers. Les produits laitiers, ça, eux aussi, peuvent favoriser l'état inflammatoire, et on va le voir un petit peu plus tard au niveau de la médecine traditionnelle chinoise, il y a aussi une influence sur ce qu'ils apportent à l'organisme. Et donc, d'après la médecine traditionnelle chinoise, il y a 2 profils d'ingrédients qu'il faudrait éviter. C'est les ingrédients qui sont plutôt acides, donc acides au goût, qu'on va qualifier d'acides parce qu'ils sont constrictants, ils contractent en fait le corps, ils contractent les tissus, et forcément au niveau articulaire on veut pas que ça contracte, on veut que ça libère, et donc il va falloir plutôt éviter ce type d'aliments-là, les aliments acides. Donc par exemple vous avez la tomate, par exemple vous avez certains agrumes qui sont relativement acides, vous avez la bière également qui va avoir un effet acidifiant, donc ces aliments on les limite. De toute façon
si vous avez des problèmes articulaires, vous en ferez la constatation. Essayez de consommer des aliments acides et vous allez voir, ça vous fait pas forcément de bien aux articulations. Attention, c'est quand tout l'aliment a une tendance plus acidifiante, plus contractante que dilatante. Et ça, il y a plein de petites subtilités. Donc, faites vos tests par vous-même. Et enfin, le deuxième élément qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'humidité, les aliments qui vont apporter de l'humidité au corps. C'est comme ça qu'on dit en médecine traditionnelle chinoise. Et vous le savez d'ailleurs, quand il fait pas beau dehors, qu'il fait humide, qu'il fait gris, qu'il y a de la pluie en général, les douleurs articulaires se réveillent. Et c'est pas un mythe, c'est que l'humidité a tendance à favoriser ça. En tout cas, c'est ce que la médecine traditionnelle chinoise nous apprend. Et parmi les aliments qui vont être porteurs d'humidité, eh bien on a les fameux produits laitiers. Les produits laitiers sont vraiment porteurs d'humidité. C'est pour ça que les produits laitiers sont relativement mauvais pour les articulations. Si aujourd'hui vous mangez du fromage, si vous buvez du lait, si vous avez de manière générale dans votre alimentation des produits laitiers, essayez de les arrêter complètement et vous allez voir la différence que ça fait au niveau de vos articulations, au niveau de l'inflammation. En général, si vous avez arrêté il y a 2 jours, laissez au moins 3 jours, que vraiment tout soit évacué de votre organisme. Et vous allez voir que dès 3 jours, vous allez avoir une sensation différente au niveau des articulations si vous êtes gêné par ce problème-là. Pareil, les sucres raffinés, ils sont porteurs d'humidité, donc tant que possible à éviter, tout ce qui est de toute façon, comme je le disais plus haut, aliments industriels transformés, tant que possible on évite. Ensuite, on a les charcuteries aussi qui vont être porteuses d'humidité. On a aussi les fritures, tout ce qui est frit en général est porteur d'humidité et donc va renforcer les douleurs articulaires. Tout ça, on évite. Voilà de manière générale sur le plan alimentaire ce qu'il faut observer tant que possible pour limiter l'état inflammatoire et agir directement sur la douleur en tant que telle. Maintenant, le deuxième remède, ça va être les compléments alimentaires. Ça aussi, c'est du remède de surface parce que ça va compléter l'alimentation et ça va apporter des éléments supplémentaires qui vont favoriser un mieux-être, qui vont favoriser une réduction du symptôme et vont permettre à l'organisme de passer outre, en fait, la plupart des gènes importantes. Le premier complément alimentaire pour les articulations, celui-là vous le connaissez, j'en parle régulièrement, il s'agit du collagène hydrolysé tant que possible pour avoir un poids moléculaire le plus faible possible et pour avoir une meilleure assimilation de ce collagène. Est-ce que le collagène, c'est lui, quand vous le mangez, quand vous l'avalez, qui va faire la production de collagène? Non, ça reste votre organisme quand même, mais il va se servir des éléments que vous allez lui donner à travers ce collagène, des acides aminés, pour produire lui-même son collagène. Pour rappel, la production de collagène, elle diminue de 1% par an à partir de 25-30 ans. Donc dès 25-30 ans, on a une réduction d'1% par an de la production de collagène par notre organisme, et c'est pour ça que nos articulations deviennent de plus en plus fragiles, surtout si on ne permet pas à notre corps de continuer à produire correctement ce collagène. Il y a un acide aminé qui est très dominant dans le collagène, c'est la glycine. Et la glycine, on la trouve en format vegan, en format végétalien. Donc si jamais aujourd'hui vous ne consommez pas de produits d'origine animale, évidemment vous n'allez pas pouvoir prendre du collagène parce que le collagène est uniquement d'origine animale. Il existe un collagène végétarien qui vient de l'œuf, de la coquille d'œuf, en tout cas de la petite pellicule à l'intérieur de l'œuf. Mais si vous êtes végétalien, prenez plutôt de la glycine qui est l'acide aminé majoritaire et qui aide grandement au niveau articulaire parce que ça permet de faciliter la production de collagène par l'organisme parce l'organisme manque très souvent de cette glycine-là notamment. Maintenant, qu'est-ce qui permet une bonne production de collagène par l'organisme? Eh bien, il y a une vitamine, c'est la vitamine C. Donc si vous prenez du collagène mais qu'à côté vous avez une très faible consommation de vitamine C, il y a des chances que ça fasse pas grand-chose parce que c'est la vitamine C qui va permettre à votre organisme de bien produire le collagène à partir des acides aminés que vous allez lui apporter et qu'il va produire lui-même parce que la glycine, il la produit aussi lui-même mais souvent en quantité pas suffisante. Et les autres acides aminés du collagène de même. Il n'y a pas que la glycine que le corps produit, les autres aussi. Il n'y a aucun acide aminé essentiel dans le collagène. La vitamine C, vous l'avez évidemment dans les fruits et légumes frais, cru, mais avec une supplémentation, c'est super facile d'en obtenir. Ensuite, vous avez aussi le silicium organique. En forme organique, c'est mieux assimilé, mais le silicium
ou la silice, hein, qu'on peut prendre directement et qu'on peut avoir notamment via des plantes comme la prêle ou le bambou. La prêle et le bambou sont des très bons porteurs de silicium, et ce silicium-là, il permet aussi la bonne production de collagène. Il va même favoriser donc la restauration du cartilage. Sachez-le, hein, le cartilage est aussi composé de collagène, un collagène notamment de type 2. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo spécifique. Donc si vous avez une problématique spécifique du cartilage, le silicium peut grandement vous aider, tout comme le collagène de type 2 en complément du collagène de type 1, qui est le classique. Et ensuite, là pour le coup, c'est le petit patch qui peut aider, c'est la curcumine. Lorsque vous consommez, notamment la curcumine, c'est l'actif qu'on retrouve dans le curcuma. Donc si vous en consommez notamment une forme optimisée, une forme vectorisée qu'on appelle, eh bien ça va avoir une super assimilation. Vous allez avoir un effet sur les articulations qui est très très bon. C'est un très bon réducteur de la douleur. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire puissant. Ça va aussi avoir des propriétés au niveau intestinal. Donc si vous avez un peu des irritations intestinales, des troubles intestinaux qui vont souvent avec les problèmes articulaires, eh bien le curcuma, ça peut être très pertinent pour vous soulager. On est sur du remède de surface, je le rappelle. Le troisième remède de surface, c'est le mouvement. Bouger va permettre d'entretenir les articulations, va permettre de les huiler quelque part, de manière à ce qu'elles soient toujours lubrifiées, toujours fonctionnelles. Il y a un point qui est crucial pour ce qui est des articulations, de la santé articulaire, c'est la mobilité. La mobilité, si on devait le résumer, ce serait un mélange entre la force et la souplesse. Un muscle pour être mobile doit être, enfin une articulation pour être mobile surtout, doit être à la fois forte et souple. Par exemple, une bonne articulation va être, enfin un ensemble d'articulations, parce que là je vais en utiliser plusieurs, vont être capables de maintenir une position, on va dire, comme celle-là, où je suis pas complètement reposé, une position comme ça, où je suis à la fois capable d'aller dans cette amplitude de mouvement et en même temps de le maintenir avec mes muscles, ma force, parce que là je suis pas reposé, je suis en train de forcer en isométrie, c'est-à-dire dans une position que je maintiens identique, dans un angle identique au niveau de mes articulations. Et ça, c'est de la mobilité. On pourrait parler de mobilité aussi dans la capacité à avoir de la force dans un angle très difficile à atteindre. Ok, admettons, je tiens un poids ici, une charge, et je vais essayer de prendre un angle très compliqué et de maintenir toujours cette charge. Donc finalement, de maintenir de la force dans un état de souplesse avancée. C'est ça qu'on pourrait dire. Et donc pour ce faire, il y a des petites choses que vous pouvez faire au quotidien selon votre capacité. Soyez toujours progressif sur le plan du mouvement. Si aujourd'hui vous avez des douleurs articulaires, si aujourd'hui vous souffrez de ne pas bouger, parce qu'en fait le fait d'être sédentaire, de ne pas bouger, eh bien les articulations vont venir s'encrasser, vont venir presque on pourrait dire se figer dans la position qui leur est proposée. Si toute la journée on est dans un canapé comme ça, eh bien le corps apprend. Le corps apprend systématiquement. Et donc, si vous lui proposez ça en permanence, il va apprendre à faire ça. Et ça justement, c'est ce que l'on veut éviter à tout prix, c'est qu'il apprenne de mauvaises choses. Alors que si vous lui apprenez à se tenir, si au quotidien par exemple, vous voulez entretenir les articulations au niveau de vos épaules, au niveau de votre dos, même si vous voulez entretenir vos muscles ici qui ont tendance à s'atrophier sur l'avant, parce qu'on est tout le temps dans des canapés, on est tout le temps assis, et en fait on atrophie ici. Ouvrez, faites des mouvements d'ouverture, où vous allez ouvrir les bras, allez chercher des amplitudes importantes, doucement, en écoutant vos sensations, mais allez chercher des amplitudes plus importantes. Faites ce type d'exercice-là qu'on fait très très bien en yoga, où on va venir chercher des amplitudes importantes, tant sur le plan de l'extension thoracique et abdominale, que sur le plan ici de l'extension de hanche. Parce que quand on est tout le temps assis, on a la hanche qui est ici au niveau du psoas, tout est fermé, tout est constricté. Alors que là, c'est allongé. Quand on fait ce genre de choses, on a tendance à faire l'inverse. Donc, ces positions sont très intéressantes. Vous avez aussi cette position que je montre tout le temps, qui est le squat asiatique, le squat profond, la capacité à s'asseoir comme ça, au niveau de ses genoux. Pour les gens qui ont des problèmes de genoux, c'est excellent. Je vous rappelle que j'ai 2 ménisques fissurés. Aujourd'hui, ils ne me posent aucun problème. Et donc, c'est très très important d'aller chercher des amplitudes progressivement sur des articulations qui nous posent problème,
Bien sûr, quand on a de l'arthrose, de l'arthrite, on y va très doucement, très progressivement, on s'écoute. Mais le fait de bouger va entretenir l'articulation, quoi que ce soit que vous ayez entendu à ce sujet. Pensez à vous renforcer aussi, si vous voulez, de manière générale, avoir un corps qui est plus fonctionnel. Apprenez à faire un squat. Voilà. Il y a plein de façons de faire des squats et ça travaille différemment les muscles. Si c'est trop facile pour vous de faire des squats, chargez-les, ou alors apprenez à faire des squats sur une jambe, ce qu'on appelle un pistol squat en anglais. Il y a plein de façons de bouger. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez, courir, allez courir. Si vous aimez sauter, sautez. Si vous aimez grimper dans les arbres et que vous l'avez pas fait depuis une éternité, profitez de ça. Soyez toujours progressif dans votre mouvement, mais bougez, gardez votre corps en mouvement. Et par exemple, au lieu de vous asseoir sur une chaise, apprenez à vous asseoir comme ça. Si jamais c'est trop dur de vous asseoir comme ça parce que vous partez en arrière, chose super intéressante à faire, c'est de caler soit un petit livre, soit une petite cale derrière pour qu'en fait, vous soyez plus sur l'avant. Et petit à petit, vous enlevez une épaisseur de cale, vous descendez, enlevez une épaisseur de cale, vous descendez, et vous arrivez dans une position qui est confortable, comme ça, avec le talon à plat. Si vous ne savez pas aujourd'hui vous asseoir comme ça, je vous le dis, ça veut dire que vous manquez profondément de mobilité. Il est nécessaire de travailler cette mobilité et de plein de manières différentes. En vous entraînant au quotidien et rendez-le rigolo, rendez-le fun. Si vous voulez, vous amuser, comme quand on est petit, à la marelle, à sauter d'un carré en carré, ou d'une planche en planche, selon ce que vous avez sous la main, faites-le. L'idée, c'est vraiment de vous amuser à bouger davantage et à faire de votre corps des choses différentes du quotidien sédentaire qu'on a l'habitude de voir dans le mode de vie moderne. Petite précision sur le mouvement, lorsque vous avez une masse musculaire qui est plus importante, qu'est-ce qui se passe? Votre squelette a moins à soutenir votre corps. Sinon, si vous avez aucun muscle, c'est votre squelette qui fait tout. Et donc, il y a une énorme pression qui est appliquée au niveau des articulations, au niveau des os. Et ça, on veut l'éviter tant que possible. C'est pour ça que développer une bonne masse musculaire, ça permet de favoriser ça. La tenue des articulations, la tenue du corps. Renforcez-vous, il n'y a pas d'âge pour se renforcer. Évidemment que la sarcopénie, c'est une réalité, c'est-à-dire la fonte de masse musculaire avec l'âge, mais vous pouvez aller à l'encontre de ça. On peut se muscler à tout âge, et il faut pas se dire, c'est comme ça, je peux pas muscler. Non. Tout âge, on peut se muscler, on peut entretenir sa machine, on peut favoriser la lubrification des articulations comme je vous l'expliquais. Donc, tout est possible à tout âge. N'attendez pas de vous dire, ou ne vous dites pas, c'est trop tard. Non, il est jamais trop tard pour quoi que ce soit dans la vie. Et pour aller encore plus loin, on peut lier, si on veut, surtout si on a beaucoup de douleurs, le mouvement et une pratique énergétique. Le yoga, le qigong, c'est des super pratiques pour à la fois travailler le côté interne, énergétique, circulation énergétique à l'intérieur de l'organisme et le côté mouvement, parce qu'on va bouger. Si on a vraiment des grosses douleurs, certainement que le qigong sera plus intéressant, alors que le yoga va être peut-être plus réservé, après il y a plein de types de yoga, mais de manière générale plus réservé à des personnes qui ont plus de capacités articulaires. Et on peut très bien commencer par le qigong, et quand on a suffisamment gagné en énergie, en mobilité articulaire, en ressenti de manière générale, on va pouvoir peut-être transitionner vers le yoga et aller de plus en plus loin si on le souhaite. C'est des petites nuances pour le mouvement. Et maintenant, on entre dans la deuxième partie, les remèdes de fond. De manière générale, un problème articulaire, il n'est pas comme ça, à partir, à moins d'avoir vraiment une alimentation et un mode de vie extrêmement délétère, comme ça peut être le cas, remarque, aujourd'hui. Effectivement, on a des modes de vie qui sont extrêmement sédentaires, je vous en parlais précédemment, et ça, forcément, ça va appliquer beaucoup de contraintes sur l'organisme. Mais il y a toujours une petite cause de fond qui est là, un petit quelque chose qui fait que les articulations vont plus ramasser qu'un autre système. Parce que c'est vrai, pourquoi les articulations ramasseraient plus finalement que, le foie ou l'estomac, si vraiment notre alimentation est complètement pourrie, nos intestins. Il y a des gens, ils ont pas forcément autant de problèmes au niveau, des intestins que des articulations. Pourquoi ?
Eh bien parce qu'il y a une cause profonde, en général je vous en parle beaucoup sur cette chaîne, parce qu'il y a une résonance entre le plan physique, le plan émotionnel et le plan mental, et le plan énergétique, spirituel au-dessus. On n'est pas juste des bouts de viande. Lorsque vous pensez, c'est pas votre corps qui pense, c'est pas votre matière qui pense. C'est le plan mental. Ensuite, on a le plan émotionnel qui est là, qui va nous faire partager des ressentis profonds. Et tout ça, ça descend au niveau du physique. Et donc, quand on a des pensées qui sont en permanence, à répétition, présentes dans notre tête, qui vont cristalliser petit à petit une émotion en permanence dans notre corps, eh bien, on va le ressentir physiquement. Il va y avoir un symptôme qui va se déclencher. Et pour tout ce qui est articulaire, les articulations, c'est la flexibilité. On manque de flexibilité. On est trop rigide. Et quand on est trop rigide, c'est comme la fable de La Fontaine du chêne et du roseau. Lorsque le vent souffle, eh bien le roseau plie parce qu'il est souple, alors que le chêne qui semble très fort, eh bien il va casser. C'est exactement le même principe pour les douleurs articulaires, c'est qu'on a quelque chose de trop rigide, et quand c'est trop rigide, eh bien ça va amener à un état de douleur en fait, de surcontraction, de blocage de la circulation de l'énergie. Donc il y a de fortes chances, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, si vraiment vous trouvez que c'est pas le cas. Mais quand on a des douleurs articulaires, c'est soit qu'on est trop rigide envers soi-même et ou vers l'extérieur, vers les autres. Et en général, ça résonne, hein. Quand on est très rigide envers soi-même, on a tendance à être rigide envers l'extérieur. Après ça, le psycho-émotionnel, il peut nous l'expliquer, parce que en fonction de où on a des douleurs, on va avoir une cause spécifique. Par exemple, si j'ai une douleur à la cheville, c'est qu'en général, je résiste, je suis rigide par rapport à la direction que j'ai choisie dans ma vie. Et ça me va pas vraiment, mais je force quand même et j'y vais quand même, etc. Ça, c'est en général associé à la cheville. Le genou, c'est tout ce qui est de l'ordre du lâcher prise. Je veux pas me lâcher, je veux pas mettre un genou à terre. Je force. Et j'avance. Et ça, en général, les genoux, ils aiment pas. Ils veulent du relâchement. Les coudes, le coude, de manière générale, c'est la capacité à être flexible sur un changement de direction. Le coude nous permet d'avoir plusieurs directions possibles, tout comme l'épaule d'ailleurs. Et donc, flexible sur des changements de direction. Les cervicales, c'est la bonne communication, mais c'est aussi la capacité à voir tout le spectre de la vie, toutes les façons de voir les choses. Et quand on est très très étriqué dans un modèle très rigide, eh bien les articulations ont tendance à ramasser au niveau ici cervical. Donc voilà, il y a plein de causes. D'ailleurs, j'explique ça en atelier très précisément avec toutes les parties du corps et leur signification. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je referai un atelier en visio si vous le souhaitez. Foutez-vous la paix et foutez-vous la paix au monde. Vous allez voir que déjà, si vous commencez à vous foutre la paix, votre monde va changer. Parce que votre environnement extérieur est la résultante de ce que vous vibrez. Vous attirez ce que vous vibrez. Et donc, si vous, en permanence, vous vibrez quelque chose de très très rigide, eh bien, vous allez attirer ça dans votre monde et vous allez avoir des circonstances qui vont vous forcer à vous rigidifier, etc., etc. Foutez-vous la paix. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous ne faites pas ce quelque chose. Pensez à être plus qu'à faire. Il est temps de vous reconnecter à votre cœur. Ça permet d'analyser. Ça permet pas normalement de prendre des décisions. Toutes les décisions, on doit les prendre avec ça. Pensez-le. Descendez ici. Prenez vos décisions ici. Et vous allez voir que ça change absolument tout dans votre vie. Et pour ceux qui sont pas très très connectés avec le cœur et qui ont plus des ressentis un peu, on va dire, primaires, eh bien descendez encore et pensez avec le ventre. Qu'est-ce que votre instinct, qu'est-ce que, en anglais on dit le gut feeling, qu'est-ce que vos intestins vous disent, qu'est-ce que ça vous dit, qu'est-ce que vos tripes vous disent, voilà, en français. Qu'est-ce que vos tripes vous disent? Descendez ici et peut-être que vous trouverez le chemin du cœur plus facilement en redescendant aussi au niveau du ventre pour prendre vos décisions. Très très important ça. Et enfin, le 5e et dernier remède de fond que j'ai noté, il pourrait y en avoir d'autres, mais je vous propose déjà cela parce que ça fait beaucoup. Ce remède de fond, c'est le générationnel. Il est possible que vous ayez des problèmes articulaires aujourd'hui parce que votre maman en a, votre grand-père en a, votre arrière-arrière-grand-père en avait.
et c'est descendu dans la lignée. C'est ce qu'on appelle des problèmes transgénérationnels. Il y a un livre qui est super sur le sujet, qui explique ça très très bien. C'est le livre qui s'appelle It Didn't Start With You de Mark Wolynn. Je crois alors ça n'a pas commencé avec toi en français. Je sais pas s'il existe en français. Je crois que oui, mais je sais plus s'il est toujours édité. Sinon, si vous lisez l'anglais, c'est un super livre à lire, très très intéressant. Et en fait, on voit à quel point c'est ce que finalement les médecins appellent aujourd'hui un peu la génétique. On a un état qui va descendre dans la lignée jusqu'à ce qu'une personne arrive à transcender cet état en faisant un travail intérieur ou en faisant un travail avec un thérapeute. Ça peut être un travail énergétique, ça peut être une constellation familiale, ça peut être un travail intérieur déjà de soi avec soi, qui va permettre de faire sauter ça dans la lignée, et ça va agir non seulement sur les personnes au-dessus, mais aussi les personnes en dessous. Et il est possible que si vous faites aujourd'hui un travail intérieur profond, un travail transgénérationnel, il est possible que si votre maman avait une douleur articulaire, eh bien, elle disparaisse avec la vôtre, et que si vous avez des enfants par la suite, il n'est pas cette problématique-là. Si vous avez des enfants, que ça disparaisse aussi chez votre enfant, parce que c'est comme ça que ça travaille. Il y a pas de zone en fait. Si une personne le travaille dans la lignée, ça va travailler pour toute la lignée. Et ça, c'est la puissance du travail générationnel. Et donc, il est possible, d'ailleurs, ça peut être un moyen d'identifier que si votre grand-père, allons dire ça, a eu à 28 ans la déclaration d'une douleur articulaire puissante parce que cause X ou Y extérieure ou intérieure, et que votre maman a fait la même chose, elle a déclaré cette douleur étonnamment à 28 ans, il est possible que vous aussi, à 28 ans, vous déclariez ça. Il y a aussi parfois des résonances au niveau des âges, parce que ça va jusque-là. C'est comme si c'était marqué au niveau du temps. Et donc, à 28 ans, on va déclarer ça. Il y a un très très bon exemple d'ailleurs dans le livre, où une personne, une fille déclare à l'âge de je sais plus combien précisément, mais disons 25 ans, une phobie de l'eau. Elle ne comprend pas pourquoi, et elle se rend compte que dans sa lignée, son grand-père a failli se noyer à cet âge précis, 25 ans. Et donc, en fait, c'est descendu dans la lignée. Des fois, ça s'exprime, des fois, ça s'exprime pas, mais ça reste pour autant toujours latent, présent, et ça s'exprime chez certains, pas chez d'autres. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, l'expression ou non d'un gène par des facteurs extérieurs. Et donc, c'est assez incroyable et fascinant. Donc voilà, ça peut aller jusque-là, le générationnel. Après, on peut aller encore plus loin si on y croit au niveau des vies antérieures. On peut travailler sur des vies antérieures. C'est un autre sujet. Mais déjà, si on reste dans sa lignée, dans le sang, on a déjà des résultats qui peuvent être assez incroyables. Donc, allez questionner votre famille. Est-ce que dans ma famille, il y a ce type de problème? Est-ce que ça remonte sur plusieurs générations? Est-ce que jusqu'où je le vois? Et après, de toute façon, en travail énergétique, on peut cibler quelle est la génération et aller travailler sur la génération d'origine pour que ça descende dans la lignée. Ça, c'est possible à faire évidemment en travail énergétique. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir un énergéticien. Ça peut être fort intéressant. Voilà, j'ai aussi mes consultations qui sont ouvertes, lien dans la description, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était très complet, j'ai essayé d'apporter un maximum d'informations parce que c'est un problème que je rencontre tellement souvent que j'ai envie que ça puisse vous servir, voilà, que vous arrêtiez de venir nous voir finalement, parce que si vous pouvez vous autonomiser, c'est absolument génial. Parfois c'est difficile, mais voilà, essayez de trouver votre cause, de trouver ce qui marche pour vous petit à petit à partir de ces remèdes qui sont, je le répète, puissants. Et comprenez bien la différence entre un remède de surface et un remède de fond qui est plus compliqué à aller chercher, mais qui pour autant va vraiment être ultra puissant parce que c'est vraiment la cause sous-jacente de la naissance de ce problème dans votre organisme. Ça s'est cristallisé au fur et à mesure du temps par un excès de rigidité face à une situation externe, face à une personne, face à vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la description. Faites-moi part de tous vos retours. Dites-moi si ça vous intéresse, donc l'atelier dont je vous parlais. Dites-moi si vous raisonnez ou pas avec ce que je viens de dire. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.